En Centrafrique, une marche de protestation contre les violences à Bangui a été dispersée par la police. C'était une mobilisation à l'initiative d'un opposant au régime de Touadéra. L'opposition togolaise réclame des explications au gouvernement dans l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution des concessions du port. La Cour suprême de Gambie a invalidé plusieurs lois limitant la liberté de la presse. Elle juge inconstitutionnelles les lourdes peines prévues en cas de diffamation criminelle et de diffusion de fausses publications sur Internet. Bonjour à chacun, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Nous sommes le 11 mai en Centrafrique. Une marche de protestation contre les violences à Bangui a été dispersée par la police. C'était une mobilisation à l'initiative d'un opposant au régime du président Faustin Archange Touadéra. On fait le point à travers cet élément. Il était question d'une marche pacifique organisée à l'appel de l'opposant Joseph Bendouga, président du mouvement démocratique pour la renaissance de Centrafrique. L'objectif était de dénoncer les violences à Bangui et en province. Mais la marche qui rassemblait quelques dizaines de personnes et se déroulait en centre-ville a été dispersée par des tirs de la police. La panique s'est emparée des habitants. Boutiques et magasins ont aussitôt fermé et les taxis, taxis-motos et minibus de transport de passagers ont quitté précipitamment le centre-ville. Joseph Bendouga a été brièvement arrêté et remis en liberté. Mais il a ensuite choisi de se constituer prisonnier, demandant à être inculpé. Les policiers l'ont alors emmené de force à bord d'un véhicule jusqu'à son domicile. La veille, une journée ville morte, également organisée pour les violences, était à l'appel de la société civile. Une précédente journée ville morte s'était déjà déroulée vendredi. Ces manifestations pour exiger la fin des violences ont eu lieu à la suite d'un regain de tension dans la capitale centrafricaine depuis le 1er mai, avec l'arrestation d'un chef de milice armé dans le quartier du PK5. Puis, une église avait notamment été attaquée, provoquant la mort de plusieurs civils, dont un prêtre. Depuis, la tension reste vive à Bangui, où des tirs à l'arme automatique sont régulièrement entendus au PK5 et alentours. Au Togo, l'opposition réclame des explications au gouvernement dans l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. Le groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement a invité le gouvernement à fournir au Parlement la copie des contrats de cession ou de concession conclus par l'État avec certaines entreprises dont le groupe Bolloré. Reportage. Dans une lettre ouverte adressée au gouvernement, Maître Isabelle Amégonvi, présidente du groupe parlementaire de l'Alliance nationale pour le changement, principal parti de l'opposition togolaise, a invité le Premier ministre togolais à fournir au Parlement la copie des contrats de cession ou de concession conclus par l'État avec certaines entreprises, dont le groupe Bolloré. L'opposition qui soupçonne Vincent Bolloré d'avoir financé illégalement en 2010 une partie de la campagne électorale du président Faure Gnassingbé à hauteur de 800 000 € et obtenu en contrepartie la concession du port autonome de Lomé, demande la copie des contrats pour en vérifier la régularité. Elle a adressé une série de 10 questions au gouvernement, l'invitant à fournir des réponses au Parlement, notamment pour savoir à quelle date la liste des participants à cet appel d'offres a été rendue publique. Maître Isabelle Amégonvi a également demandé les montants annuels des redevances versées par le groupe Bolloré au Trésor public togolais depuis 2010 au titre des contrats le liant à l'État togolais. Ces demandes entrent dans le cadre de l'affaire judiciaire en cours en France contre Vincent Bolloré, mis en examen pour corruption dans une enquête sur les conditions de l'attribution de concessions portuaires en Guinée et au Togo. L'opposant en exil Moïse Katumbi a démenti avoir voulu recruter des émissaires pour ouvrir des hostilités en République démocratique du Congo. C'est à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet à la suite de nouvelles accusations portées contre lui par le pouvoir du président Joseph Kabila. Plus de précisions à travers ces images.
Moïse Katumbi dément tout lien avec toute personne ayant la volonté de recourir aux armes et à la violence pour renverser les institutions illégitimes de la République démocratique du Congo, peut-on lire dans un communiqué de presse signé par Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet de l'opposant. À travers ce document, l'ancien gouverneur du Katanga a également assuré que son combat est et restera pacifique. Mardi dernier, le porte-parole de la police congolaise, Piero Mwanamputu, qui dit s'appuyer sur les aveux d'un émissaire présumé, avait accusé l'opposant de vouloir installer des hommes à sa solde pour ouvrir les hostilités en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo, dès qu'une base arrière lui serait accordée en Ouganda. Ex-gouverneur du Katanga et ex-proche du président Kabila, Moïse Katumbi a été condamné dans une affaire immobilière dont il conteste tout fondement. Il risque d'aller en prison s'il revient en République démocratique du Congo. Il est également poursuivi pour recrutement présumé de mercenaires et les autorités l'accusent aussi d'avoir eu la nationalité italienne alors que la nationalité congolaise est exclusive. En Tunisie, le parti islamiste Ennahda est arrivé en tête à Tunis à l'issue des premières municipales démocratiques du pays, mais sans pour autant disposer de la majorité absolue requise pour l'élection du maire, selon donc les résultats préliminaires officiels annoncés mercredi. Les images et sons. Ennahda a obtenu 21 sièges sur 60 dans la capitale, tandis que le parti présidentiel Nida Tounes, avec lequel il est allié sur le plan national, en a obtenu 17, a précisé l'instance chargée d'organiser les élections. Des tractations sont en cours entre les chefs de parti pour mettre en place des coalitions à l'échelon local. Si la candidate d'Ennahda parvenait à emporter l'adhésion d'une majorité absolue de conseillers municipaux, elle deviendrait la première femme maire de la capitale, un poste jusque-là attribué par le président de la République. Les femmes ont gagné 3 385 sièges, soit 47,05%, et les hommes 3 809 sièges, soit 52,09%. Bien sûr, il y aura des coalitions parce qu'aucun parti n'a la majorité absolue, n'a la moitié des sièges, n'a 31 sièges de la municipalité de Tunis. Donc automatiquement, ça c'est sûr, il y aura des coalitions. Les 7212 conseillers municipaux élus dimanche dans les 350 municipalités du pays ont jusqu'à juillet pour élire leur maire. Ces élections, le premier scrutin local de l'après-révolution de 2011, sont cruciales pour enraciner la démocratie et lancer la décentralisation du pouvoir prévue par la Constitution. À l'échelle du pays, ce sont les listes indépendantes qui ont remporté le plus grand nombre de sièges avec 2367 élus, soit 32,9% des sièges. Ennahda arrive deuxième avec 28,6% des sièges et le parti présidentiel Nida Tounes troisième avec 22,17% des sièges. En Tunisie, pays très centralisé, les municipalités étaient jusque-là peu autonomes, dépendantes d'une administration centrale souvent clientéliste. Au nord-est du Mali, c'est beaucoup plus à Ménaka, une région frontalière avec le Niger. Au moins 5 civils ont été tués mercredi. La nouvelle a été apprise jeudi auprès de sources locales et de sécurité ainsi que d'un groupe armé qui sévit dans la région. Le malheur les a frappés alors qu'ils quittaient à bord d'un véhicule Ndliman pour la foire de Ménaka. Ils ont été attaqués par des hommes armés. 5 passagers civils ont été tués par des assassins qui se sont ensuite rendus dans un campement pour tuer 2 autres civils touaregs. L'attaque a été confirmée par une source de sécurité malienne selon laquelle des criminels ont assassiné mercredi 6 civils entre Ndliman et Ménaka. Le Gatia parle de bandits armés qui ont attaqué mercredi un véhicule transportant des Touaregs de la tribu des Daoussak. Tout compte fait, le bilan est de 6 civils sommairement exécutés parmi les passagers, puis 2 autres civils tués dans un campement proche du lieu de l'attaque, selon le groupe pro-gouvernemental. De nouvelles violences qui ont été annoncées au lendemain de la visite à Ménaka du Premier ministre malien, après des tueries de civils ces derniers mois dans cette région. Les populations peules sont également touchées par ces violences. Depuis la fin avril, une 60aine de Touaregs, dont des enfants et des personnes âgées, ont été tués dans des campements au sud de Ménaka, près de la frontière nigérienne, une zone où opèrent des djihadistes se réclamant du groupe État islamique.
Je vous le disais en titre, la Cour suprême de Gambie a invalidé mercredi plusieurs lois limitant la liberté de la presse. Elle juge inconstitutionnelles les lourdes peines prévues en cas de diffamation criminelle et de diffusion de fausses publications sur Internet. Les détails. Dans une plainte introduite en septembre 2015, le syndicat des journalistes de Gambie avait réclamé le retrait du code pénal de loi sanctionnant d'une peine de 15 ans de prison et d'une amende de 66 000 $ la diffamation criminelle et la diffusion de fausses informations, y compris sur Internet. Les journalistes estimaient que ces règles permettaient aux autorités de poursuivre les journalistes et de museler la presse, comme ce fut le cas sous le régime de Yaya Jammeh. Dans son arrêt, la Cour suprême leur a donné raison en les estimant disproportionnés et ne poursuivant pas d'objectifs légitimes. La Haute Cour, la plus haute juridiction de ce pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, a également limité la portée de la loi réprimant la sédition 16 mois après le départ, à la suite de 22 ans de pouvoir de l'ancien homme fort du pays, Yaya Jammeh. En revanche, la Cour a en partie validé des passages du code criminel concernant la sédition, définis comme l'intention de provoquer la haine, le mépris ou le mécontentement envers le président, le gouvernement de Gambie. Ces propositions sont conformes aux restrictions raisonnables prévues par la Constitution. Elles sont valides, raisonnables et justifiées dans une société démocratique car elles poursuivent un objectif légitime, indique l'arrêt, qui limite toutefois au seul président leur application. La loi sur la diffamation et celle concernant Internet, telles que la publication de fausses informations ou la caricature de responsables, ont été balayées, s'est réjouie l'avocate du syndicat des journalistes. Ancien militaire parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994 dans cette ex-colonie britannique, enclavée dans le Sénégal, à l'exception d'une étroite façade côtière, Yaya Jammeh est accusé de disparition forcée et d'exécution extrajudiciaire par des opposants et défenseurs des droits de l'homme. Il s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Processus judiciaire sur les crimes de la crise post-électorale de 2010-2011 en Côte d'Ivoire. 149 personnes ont connu la condamnation à l'issue de 30 procès. C'est la première fois que la justice ivoirienne donne un bilan de ce procès en cours. Reportage. 30 procès concernant 182 accusés de 2012 à 2018 ont été organisés par la Cour d'appel d'Abidjan en Côte d'Ivoire. En fin de compte, 149 personnes ont été condamnées à des peines allant de 5 ans de prison à l'emprisonnement à vie. Un communiqué du procureur général indique que 33 personnes ont été acquittées. C'est un fait rare que la justice ivoirienne dresse un bilan de l'action judiciaire sur les crimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Ces événements ont fait 3000 morts et de nombreuses atrocités parmi les civils en 5 mois de combat après les résultats contestés de la présidentielle de 2010. Créée pour l'instruction de ces infractions, la Commission nationale d'enquête a inculpé des centaines de personnes parmi les protagonistes de la crise, procédé à des milliers d'auditions et d'interrogatoires, procédé à des exhumations de corps humains, selon le procureur général. Pour ce qui est des procédures encore pendantes devant les juges d'instruction, elles sont sur le point d'être achevées pour passer en jugement. Le cas échéant, ce sera à la prochaine session de la Cour d'assises d'Abidjan, avant la fin de l'année judiciaire, et qui permettra d'apurer définitivement le passif des dossiers dits de la crise post-électorale. Les organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme s'inquiètent d'une différence de traitement par la justice entre les deux camps de la crise, celui de l'ex-président Laurent Gbagbo et celui de l'actuel Alassane Ouattara. Voilà qui vous ferme donc cette édition, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.